Michio Kaku, je vous remercie d'avoir accepté de participer à notre émission. C'est un grand plaisir de vous avoir. Très heureux d'être avec vous. Nous avons beaucoup de choses à aborder car pour nous, vous êtes l'un des grands esprits de notre temps. Chaque jour, de nouveaux gadgets apparaissent. Chaque jour, il y a des petites découvertes. Mais il n'y a pas eu depuis des années de percées majeures en physique qui nous aideraient à comprendre de manière générale comment fonctionne le monde. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut-il dire que nous sommes arrivés à la limite de ce que nous pouvons réellement découvrir en physique? Non, je crois que nous commençons à peine à explorer les mystères de l'univers. Le prix Nobel a été récemment décerné pour la découverte des ondes gravitationnelles et nous espérons mettre des détecteurs d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Un nouveau type de télescope, un télescope gravitationnel. Pensez-y, aujourd'hui, tous les télescopes utilisent la lumière. Désormais, nous utilisons la radio pour contempler les trous noirs. À l'étape suivante, il y aura des télescopes gravitationnels qui nous permettront d'observer des trous noirs à l'instant même de leur formation. Ainsi, une nouvelle ère dans l'astronomie va commencer avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles à partir d'une découverte faite il y a seulement quelques années. Pouvez-vous nous parler de ce prix Nobel et des physiciens qui l'ont reçu pour leur découverte des ondes gravitationnelles? Qu'est-ce que cela signifie? Serons-nous bientôt en mesure de contrôler la gravité? Comprenez, c'est une question qui m'intéresse. Non, nous ne pouvons pas contrôler la gravité, mais nous pouvons la mesurer, l'exploiter et pénétrer certains des plus grands secrets de la nature. Qu'est-ce que cela va apporter aux êtres humains? Tout d'abord, on comprendra l'origine de tout, comment l'univers a été créé. Les gens se posent la question suivante. S'il y a eu une explosion au début des temps, d'où vient cette explosion? À quoi l'univers ressemblait-il avant la Genèse? Nous autres physiciens croyons que l'univers est une sorte de bulle. Il est en expansion, c'est la théorie du Big Bang. Cependant, nous pensons qu'il existe d'autres bulles univers constituant un multivers. Donc, au lieu d'une seule bulle de savon, l'univers s'étend et nous vivons dans une bulle de savon, dans un bain de bulles de savon qui sont autant d'univers. Et nous pensons que, quand ces bulles entrent en collision, le Big Bang peut avoir lieu. Donc cette expansion cosmique qui a eu lieu au début des temps peut arriver suite à une collision d'univers ou peut-être à cause de la fission d'un univers en deux univers plus petits. Nous allons mettre dans l'espace, peut-être dans quelques décennies, un télescope gravitationnel qui nous permettra d'observer le moment de la création. Nous allons obtenir des photos de l'enfance de l'univers, contempler l'instant de sa naissance. Et peut-être trouverons-nous les traces d'un cordon ombilical reliant notre univers enfant à un univers mère. C'est peut-être en cela que consiste le Big Bang. Serons-nous un jour en mesure de concevoir le temps et de le contrôler si nous avons une meilleure compréhension de comment fonctionne la gravité? Eh bien, un jour, d'ici quelques millénaires, nous aurons peut-être assez de puissance à notre disposition pour commencer à penser à construire une machine à voyager dans le temps ou à mettre en place une distorsion espace-temps, comme on voit dans les films. J'allais vous poser cette question. Est-ce un rêve chimérique de l'humanité ou une question qui se posera à l'avenir? C'est chimérique pour nous parce que nous sommes encore primitifs. Cependant, il est possible que dans l'espace lointain, des intelligences extraterrestres aient déjà accompli cela. Mais déchirer l'espace-temps exigerait une énergie équivalente à celle d'un trou noir. Les équations d'Einstein acceptent la possibilité de voyager dans le temps, par exemple. Einstein a dit que le temps était une rivière qui s'accélérait et ralentissait. Mais cette rivière peut se diviser en deux, ou disons, il peut y avoir des tourbillons qui rendraient possible un voyage dans le temps. Nous n'en sommes pour l'heure pas capables, mais je pense que dans un avenir lointain, si nous avons assez d'énergie, peut-être que nous serons en mesure de distordre le temps et peut-être même de faire un trou dans l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle un trou de verre. Beaucoup de théories nous aident à mieux comprendre comment fonctionne l'univers. Vous avez contribué à l'une des principales, c'est la théorie de champ de cordes. Si je comprends bien, en substance, c'est une théorie qui imagine que le monde est composé de différentes cordes d'énergie.
Cela signifie-t-il que, dans un sens, nous ne sommes rien d'autre que de la musique d'un orchestre à cordes? C'est ça. Nous pensons que la multitude de particules subatomiques que nous avons, des centaines de particules subatomiques qu'on obtient en brisant des protons à Genève, en Suisse, ne sont que des notes de musique sur une minuscule corde qui vibre. Un électron, un neutrino et un quark ne sont que les différentes vibrations d'une minuscule corde de violon. Qu'est-ce que la physique? La physique n'est rien d'autre que les harmonies que vous pouvez créer avec ces cordes. Qu'est-ce que la chimie? La chimie, ce sont les mélodies que vous pouvez jouer sur ces cordes. Et qu'est-ce que l'univers? L'univers est une symphonie de cordes. Alors quel est l'esprit de Dieu dont Albert Einstein a parlé pendant les 30 dernières années de sa vie? L'esprit de Dieu est la musique cosmique qui résonne dans tout l'univers. C'est ça, je cite, l'esprit de Dieu, au sujet duquel Albert Einstein a écrit. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, Hermann Hesse en fait aussi mentionne dans un livre, si je ne m'abuse, que la musique est bien plus que tout autre art. Il est impossible d'expliquer comment elle peut affecter les âmes. La musique peut faire pleurer les gens et elle n'a pas besoin d'être traduite. Est-ce parce que c'est ce que nous sommes? Pensez à tous les paradigmes de la nature. Lequel d'entre eux est le plus riche? Par exemple, certains estiment que les orbites constituent peut-être le paradigme de la nature. Mais vous ne pouvez pas créer beaucoup de systèmes solaires avec des objets qui tournent autour d'autres objets. Mais pensez à la musique. La musique a le plus grand ensemble de complexité, d'harmonie et de rythme de tous les paradigmes de la nature. La musique est le modèle le plus complexe, le plus sophistiqué. C'est l'outil que la nature utilise pour générer toute la diversité des protons, neutrons, quarks, neutrinos qui composent notre univers. Dans un certain sens, donc, la physique est l'ensemble des mélodies de la nature. Je voudrais évoquer une autre théorie très populaire, surtout dans les films de science-fiction ces derniers temps, la théorie des multivers. Qu'en pensez-vous? Existe-t-il des réalités parallèles? Eh bien, d'après la mécanique quantique, les objets peuvent exister dans de multiples réalités. Je parle ici, à Moscou, d'ordinateurs quantiques, des ordinateurs qui font des calculs dans des univers parallèles. On croit généralement qu'un électron est un point qui se trouve à un certain endroit, mais la théorie quantique voit cela différemment et estime que l'électron peut se trouver dans de nombreux endroits en même temps. C'est renversant. Mais comment est-il possible qu'un électron puisse se trouver à deux endroits en même temps? Parce qu'il existe dans un multivers d'univers parallèles, et cela permettra, comme l'on pense, de créer un nouveau type d'ordinateur. Je suis venu à Moscou pour ça, pour parler d'un ordinateur quantique qui calcule dans des univers parallèles. Est-ce là la grande percée en physique qu'on a mentionnée au début de cette interview? C'est ça. Nous ne croyons plus en un univers, qui est la théorie d'un univers unique. Nous estimons que notre univers peut coexister avec d'autres univers. Et nous croyons que cela explique beaucoup de mystères de la nature. Il semble par exemple que notre univers a été conçu uniquement pour rendre possible l'existence des humains. Si la force nucléaire était plus grande, le Soleil aurait brûlé il y a des milliards d'années déjà. Si la force nucléaire était plus faible, le Soleil ne se serait jamais formé. Donc l'univers semble s'être réglé uniquement pour rendre possible l'existence de l'humanité. Cela veut-il dire qu'un Dieu a créé les humains? Pas nécessairement. Cela signifie qu'il existe des univers où le Soleil ne s'est jamais formé et d'autres où il a brûlé trop vite. Nous avons de la chance. Nous avons la chance de vivre dans un univers où la vie est possible. Ce que vous dites exclut l'option selon laquelle il existerait plusieurs moi et plusieurs vous dans des univers différents ou parallèles parce que là-bas, le Soleil ne s'est jamais formé ou il a brûlé trop vite, c'est ça? Dans certains univers parallèles, il n'y a pas de vie parce que le Soleil ne s'est jamais formé ou a brûlé trop vite. Cependant, il y a d'autres mondes qui ressemblent aux nôtres où il y a des doubles de nous-mêmes. Quand je me regarde dans un miroir,
Je me rends compte que je ne me vois pas vraiment tel que je suis à ce moment-là. Je me vois tel que j'étais il y a 1/1000 de seconde, parce que c'est le temps qu'il faut pour que la lumière aille et vienne. Et je comprends également qu'en me regardant dans le miroir, je vois des ondes. Des millions et des millions d'ondes qui me ressemblent, mais qui ne sont pas vraiment moi. Certaines de ces ondes vont dans des directions différentes. Ici, je décide d'aller à l'école, là, d'aller à la plage. C'est un même moi qui se divise entre plusieurs univers. Cela signifie-t-il qu'il existe un univers parallèle où un autre moi n'ait pas commis les erreurs que j'ai commises dans cet univers? C'est bien ça. Ou un autre univers où vous avez fait beaucoup plus d'erreurs. Et dans cet univers-là, vous avez la chance d'être ici. Comment sont-ils interconnectés? Est-ce que mes décisions dans cet univers affectent ce qui m'arrive dans un univers parallèle? Dans la plupart des cas, la réponse est non. En règle générale, nous ne pouvons pas entrer dans un univers parallèle. En d'autres termes, les univers vibrent et ils vibrent à l'unisson. Mais ces univers commencent à s'écarter avec le temps. Et il est donc très difficile d'entrer dans un univers parallèle car nous ne vibrons plus à la même fréquence que les autres univers. Dans cette salle, il y a des ondes des dinosaures, des ondes extraterrestres et de toutes sortes de choses incroyables. Les ondes d'un univers où les gens n'ont jamais existé, par exemple. Sauf qu'on ne vibre plus au même rythme. Nous nous sommes désynchronisés d'eux. Donc, nous ne pouvons plus parler aux dinosaures. Autrement dit, des dinosaures se trouvent probablement dans cette salle. Ça semble fou, n'est-ce pas? Mais nous ne vibrons plus à la même fréquence qu'eux, et il est impossible de se parler et d'interagir de quelque manière que ce soit. Il n'y a peut-être pas de moyen tangible de communiquer avec soi-même ou avec les dinosaures, mais il doit bien y avoir quelque chose qui nous relie tous. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, il y a bien quelque chose. Au niveau subatomique, cela s'appelle une intrication, où les ordinateurs quantiques calculent dans différents univers. L'ordinateur n'existe pas dans un seul univers, mais dans de nombreux univers à la fois. C'est pour ça qu'il est aussi puissant. Plus puissant qu'un ordinateur classique qui fait des calculs avec des 0 et des 1, car un ordinateur quantique fait des calculs dans plusieurs univers. Cela peut sembler ahurissant, cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est ce que nous appelons physique. Cet ordinateur quantique pourrait-il, disons, dans 100 000 ans, nous aider à percer cette bulle, notre univers, pour nous rencontrer nous-mêmes dans une autre bulle, un univers parallèle? C'est concevable, mais très difficile à mettre en œuvre. En fait, les ordinateurs quantiques sont très difficiles à créer parce qu'il faut que tous les électrons vibrent à l'unisson. Et quand ils décohèrent, qu'ils se divisent en deux univers, ils ne sont plus capables d'effectuer ces calculs. Et alors, croyez-le ou non, l'avenir de la civilisation, toute la puissance de calcul de la future civilisation peut dépendre de l'informatique dans différents univers. Là, ce n'est plus de la science-fiction. Il se peut qu'un jour, l'économie en dépende. Nous allons faire une courte pause. À notre retour, nous poursuivrons cet entretien avec Michio Kaku pour en savoir plus sur la façon dont fonctionne notre univers. Restez avec nous. Nous sommes de retour avec Michio Kaku. Vous avez évoqué la physique quantique et je voudrais qu'on en parle de façon plus approfondie car c'est un domaine compliqué et il faut du temps pour comprendre comment tout cela fonctionne. Mais il y a une chose que je pense comprendre. Une onde devient une particule lorsqu'on l'observe et lorsqu'elle est observée, c'est une vague de possibilités. Donc, il s'ensuit que l'observation et la puissance de l'esprit peuvent effectivement façonner le monde autour de vous, c'est-à-dire que vous pensez à quelque chose, vous le visualisez et ça devient réalité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela fonctionne ainsi? Eh bien, le grand paradoxe scientifique qui résume vraiment ce dont on a parlé s'appelle le chat de Schrödinger. On enferme un chat dans une boîte reliée à un pistolet et ce dernier est relié à de l'uranium. L'uranium relève de la mécanique quantique. Il émet un rayonnement selon les lois de la mécanique quantique. Il déclenche le fusil qui tue ensuite le chat. Si vous mettez tout cela dans une boîte et que vous ne pouvez plus rien voir, le chat est-il mort ou vivant? Eh bien, nous autres physiciens décrivons les choses ainsi.
Il faut prendre l'onde du chat mort et ajouter l'onde du chat en vie. Le chat n'est ni mort ni vivant. Le chat existe simultanément dans ces deux états. D'accord ? Vous pouvez dire que c'est fou, que les physiciens sont des aliénés. Mais ce chat pourrait être un électron, et l'électron peut exister dans deux états à la fois. Si les électrons en sont capables, pourquoi pas les chats ? Et voilà comment les physiciens envisagent cela. L'univers se scinde en deux. D'un côté, il y a un chat mort, de l'autre, il y a un chat en vie. C'est ainsi que nous expliquons le paradoxe de Schrödinger. L'idée des multivers permet d'expliquer comment les chats peuvent être à la fois morts et en vie. Cela signifie, de fait, que les gens qui sont morts dans notre univers pourraient être vivants dans un autre. Nous ne pouvons pas leur parler parce que nous ne vibrons plus à la même fréquence. C'est-à-dire qu'Elvis Presley pourrait être vivant dans un univers parallèle. Cela va-t-il dans le sens du dogme de l'âme et de tout ce qui se passe après la mort physique ici, sur Terre? Est-ce lié à ce que vous expliquez? Oui, en quelque sorte. Néanmoins, il y a 1000 ans, les philosophes croyaient au dualisme. L'âme et le corps étaient séparés. Et quand une personne mourait, l'âme s'élevait vers le ciel et le corps retournait à la terre. Les gens ont pensé ainsi pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, nous avons la neuroscience qui nous dit « Non, 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 c'est juste le cerveau pense qu'il y a une âme, mais ce ne sont que des neurones. » Aujourd'hui, on revient à ce qu'on avait il y a 1000 ans. Nous envisageons la conscience numérique parce qu'il est possible de numériser tout ce que l'on sait de vous. Par exemple, vos transactions par carte bleue, vos vidéos, vos interviews sur YouTube. Toutes ces informations peuvent être numérisées. Même quand vous mourrez, vos empreintes numériques vivent pour toujours. Et cela va aller encore plus loin. À l'avenir, nous serons en mesure de numériser tout ce que l'on sait de nous-mêmes. J'ai trouvé quelque chose que vous avez dit de tout à fait fascinant. Vous avez dit que le travail de votre vie était de synthétiser les lois de la physique en une équation d'1 pouce de long. Et cette équation serait le Dieu d'Einstein. Vous vous êtes exprimé ainsi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Cela veut-il dire que vous êtes à la recherche de Dieu et que Dieu est une équation? La théorie des cordes, qui résume toutes les lois physiques connues, peut être résumée à son tour en une très courte équation. C'est ça mon équation, la théorie de champ de cordes. Pourquoi nous autres physiciens ne gagnons pas le prix Nobel? Parce qu'il y a un problème. Il s'avère que des membranes peuvent également coexister avec mes cordes. Donc, il y a non seulement des cordes, mais aussi des petites balles, des ballons de plage. En fait, notre univers pourrait être une sorte de membrane. Cette théorie n'a pas encore été exprimée sous sa forme définitive. Mais c'est bien le cas avec la théorie des cordes. Elle peut être décrite en une équation d'1 pouce de long, et il se trouve que c'est mon équation. C'est ma contribution à la théorie des cordes, la possibilité de la résumer en une courte équation. Mais ce qui m'a frappé, c'est que vous avez utilisé le mot Dieu. Ce serait le Dieu d'Einstein. Non, Einstein disait qu'il voulait lire dans les pensées de Dieu, et ce sont là ses propres paroles, vous voyez ? Il ne voulait pas nécessairement dire que cette équation exprimait Dieu, ou que cette équation était Dieu, mais que c'était la pensée de Dieu. Voici comment il a formulé et a éludé la question. Qu'est-ce qui est apparu en premier, Dieu ou l'équation? Il n'a pas dit qui était là en premier. Cependant, il estimait qu'il y avait 2 sortes de dieux qu'il convenait de distinguer. Le premier est un Dieu personnel, qui répond aux prières, le Dieu qui frappe les Philistins, le Dieu de l'Ancien Testament. Il ne croyait pas en ce Dieu personnel. Il croyait au Dieu de Spinoza, le Dieu de l'harmonie, de la beauté, de la simplicité. L'univers n'a pas à être beau. L'univers est simple et magnifique. Vous pouvez exprimer toutes les lois de la physique en une petite équation. Ce n'est pas un hasard. Alors, selon Einstein, il existe un Dieu des lois physiques. Pas un Dieu personnel qui répond à vos prières et punit les Philistins, mais un Dieu de l'univers qui nous donne les lois physiques. En d'autres termes, un législateur, comme le disait Einstein.
Est-ce aussi votre compréhension de Dieu? C'est ma compréhension de Dieu. Nous ne savons pas d'où vient cette équation. Nous savons seulement qu'une fois que vous avez cette équation et que vous la résolvez, vous avez des électrons, des protons, des neutrinos et des big bangs des terres, de l'eau et des êtres. Qu'est-ce qui vient en premier selon vous, l'équation ou Dieu? Je ne sais pas. Il est clair que nous n'avons pas de mots pour décrire qui est arrivé en premier. Einstein aurait peut-être dit que Dieu était là en premier et que les pensées de Dieu étaient l'équation. Donc que, dans un sens, ce sont les pensées que Dieu a créées. Il a également dit qu'avec le progrès, la compréhension de la physique devenait de plus en plus simple. Vous voyez, nous avons tous ces concepts, physique quantique, ondes, particules, membranes, cordes, trous noirs, mais il est difficile de commencer à comprendre ne serait-ce qu'un de ces concepts. Comment cette compréhension se simplifie-t-elle? Vous savez, j'ai des amis qui obtiennent leur doctorat de critique littéraire anglaise et rédigent des thèses sur Shakespeare en se demandant que voulait-il vraiment dire par cela. Et je me suis dit que l'anglais devenait de plus en plus compliqué. Chaque année, quelqu'un écrit une nouvelle thèse sur James Joyce, Hemingway ou Shakespeare. C'est-à-dire que l'anglais devient plus compliqué avec le temps. La physique, elle, se simplifie de plus en plus. Les lois de l'électromagnétisme, qui rendent cette interview possible, s'appellent les équations de Maxwell. Une équation de Maxwell est longue d'un demi-pouce. La divergence du tenseur F est nulle. Puis, la lumière en sort. L'équation d'Einstein pour la gravité est un peu plus longue. G-mu-v égale 0. C'est la célèbre équation d'Einstein. Cela rend possible les trous noirs et les Big Bang. La théorie quantique est plus compliquée. Il s'agit d'une page de texte. Mais elle peut être résumée avec la théorie des cordes, qui est, encore une fois, décrite par mon équation. C'est ainsi que la physique devient de plus en plus simple. Vous avez vous-même souligné ce paradoxe. Tandis qu'en physique, les équations deviennent de plus en plus simples, les humains ont tendance à compliquer les choses comme ils les compliquaient il y a 100, 200 ou 2000 ans. Pourquoi la vie ne devient-elle pas plus simple et plus facile à comprendre si c'est le cas avec les lois de la physique qui régissent le monde qui nous entoure? Nous estimons que les lois fondamentales étaient très simples, pures au début des temps. Mais les choses sont devenues complexes après le Big Bang. Le cerveau humain, par exemple, est l'objet le plus complexe de l'univers connu. Dans tout l'univers, avec toutes ces galaxies, on n'a rien trouvé qui pourrait se rapprocher de la complexité du cerveau humain. Il y a 100 milliards de neurones. Chaque neurone est connecté à 10 000 autres neurones. Notre cerveau est capable de produire des milliers de milliards de pensées. Cela signifie que les interactions humaines sont extrêmement complexes. Les lois fondamentales des atomes sont simples. Mais la façon dont elles forment le cerveau humain et les modes d'interaction entre les gens est une question extrêmement compliquée. Passons à un autre sujet. Une étude britannico-canado-italienne a formulé ce que les chercheurs croient être la première hypothèse fondée sur des observations prouvant que notre univers n'est qu'un vaste et complexe hologramme. Donc que tout ce que nous vivons nous est projeté depuis la frontière de l'univers. C'est bien ça? La théorie des cordes considère l'univers holographique comme un produit dérivé. Figurez-vous un hologramme. Il a 2 dimensions, il est plat. Mais quand vous pointez sur lui un rayon laser, vous recevez un front d'onde en 3 dimensions. Si votre globe oculaire se trouve ici, vous voyez 3 dimensions. C'est comme ça que, par exemple, des fantômes et toutes sortes de créatures peuvent être en 3 dimensions à Disneyland et dans d'autres parcs d'attractions. Comment est-ce possible? C'est une plaque en verre avec un hologramme dessus. Projetez des faisceaux laser et vous obtenez une image en 3 dimensions. Nous pensons que notre univers est tridimensionnel parce que nous comprenons la longueur, la largeur et la hauteur. La théorie des cordes nous dit que non, l'univers a 10 ou peut-être 11 dimensions. Il y a d'autres dimensions que nous ne pouvons pas visualiser.
Pour comprendre cela, pensez à un enfant. Je passais beaucoup de temps à San Francisco à regarder les poissons nager dans un jardin japonais. Les poissons vivent en 2 dimensions. Ils peuvent nager à gauche, à droite, en avant, en arrière. Ce qui est au-delà de l'étang leur est totalement étranger. Ils ne peuvent pas visualiser le monde d'en haut. L'étang a seulement 2 dimensions. Et puis je me suis dit que s'il y avait un poisson scientifique, il se dirait « Bah, ridicule, la 3e dimension n'existe pas. Il n'y a que 2 dimensions, tout le monde le sait. L'étang est tout l'univers. » Et puis j'imagine un enfant saisir un de ces poissons scientifiques, le sortir de l'étang, le faire passer dans le monde d'en haut. Que verrait ce poisson ? Il verrait des êtres tridimensionnels se déplacer sans nageoires, une nouvelle loi de la physique, et des êtres respirants sans eau, une nouvelle loi de la biologie. Et puis, j'ai imaginé que j'avais relâché ce poisson dans l'étang et me suis demandé comment il pourrait expliquer tout ça aux autres poissons. J'étais dans un univers parallèle, je suis allé au-delà de l'univers, j'ai vu des créatures qui peuvent se déplacer dans une 3e dimension. Et les autres poissons lui auraient dit « Tu es fou ». Aujourd'hui, nous sommes comme ces poissons. Nous passons toute notre vie en 3 dimensions, nous déplaçant de l'avant vers l'arrière, à gauche, à droite, vers le haut et vers le bas, et nous pensons que c'est tout ce qu'il y a, que la réalité est tout ce qu'on voit et rien d'autre. Vous espérez alors que quelqu'un va venir vous arracher à cet univers et vous dire « Coucou, regarde ce qui se passe là-bas ». Il est imaginable qu'un jour, quelqu'un d'une autre dimension, d'un autre multivers ou d'un autre univers bulle arrive dans notre univers pour nous dire « Regardez, il y a là tout un univers parallèle dont les dimensions dépassent celles que vous connaissez et aimez. » Merci beaucoup, professeur Kaku. Il est tout à fait fascinant de vous parler. Nous remercions également l'hôtel Lot Plaza de Moscou de nous avoir permis d'organiser cet entretien. Merci. C'était un plaisir.